La fermeture et le blocus du détroit d'Ormuz qui porte atteinte à l'approvisionnement en énergie dans le monde. Les livraisons d'engrais sont aussi bloquées. Audrey Racine, vous nous avez rejoint. Cela relance les inquiétudes autour de l'insécurité alimentaire dans le monde. Oui, pour en parler, nous sommes en direct depuis Washington avec David Laborde. Bonjour à vous. Vous êtes directeur de la division économie agroalimentaire de la FAO. La FAO, je le rappelle pour nos téléspectateurs, c'est l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'ONU. D'abord, pourquoi est-ce que le détroit d'Ormuz est aussi important pour la sécurité alimentaire mondiale? Par le détroit d'Ormuz passe un tiers du pétrole commercé dans le monde et nos systèmes agroalimentaires utilisent du pétrole. Les camions utilisent du diesel, les tracteurs utilisent du diesel, donc c'est un effet immédiat. On a aussi 20% du gaz naturel et, sur certains produits, 30% des fertilisants. Et les fertilisants, c'est ce qui permet de produire nos céréales, la plupart des produits. Et donc, vous voyez bien que si ces intrants ne sont pas à la disposition des agriculteurs dans le monde entier, ils produiront moins. Alors, je lis aussi dans les inquiétudes de la FAO qu'elle craint le recours aux biocarburants pour compenser le manque de carburant qui passe par le détroit d'Ormuz. Là, on a une question de concurrence de la biomasse entre l'usage alimentaire et l'usage pour les biocarburants. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix alimentaires sur les marchés mondiaux n'ont pas encore augmenté parce qu'on a eu des récoltes plutôt opulentes dans les dernières semaines, dans les derniers mois, donc il y a de la nourriture. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui arrive ensuite? Et ce qu'on commence à voir aujourd'hui, c'est une montée des prix des huiles végétales, du sucre et du maïs, parce que ce sont des produits qui sont utilisés pour produire des biocarburants ou des agricarburants, c'est-à-dire l'éthanol et le biodiesel. Et pourquoi ils montent aujourd'hui? C'est qu'ils sont liés aux produits énergétiques et on voit ce qu'on appelle un effet de substitution. On remplace du diesel par du biodiesel, on remplace de l'essence par de l'éthanol. Et si on le fait très rapidement ou trop rapidement, on crée effectivement cette concurrence, et une concurrence qui peut s'accélérer dans les semaines et les mois à venir, dans un contexte où on risque de créer une demande supplémentaire. Donc on prend ces produits agricoles pour faire des produits énergétiques, et si en même temps on manque d'énergie et de fertilisants pour continuer de produire les produits agricoles, on va avoir cet effet tenaille et qui va se traduire par une hausse des prix alimentaires accélérée dans l'avenir. Et donc vraiment, c'est une question de comment on gère cela et on articule ces différentes demandes qui est absolument essentielle. Au déclenchement de l'invasion de l'Ukraine à grande échelle par la Russie en 2022, on avait un problème qui était immédiat puisque les deux pays étaient producteurs et sont toujours producteurs de céréales, de blé. Avec ce problème des fertilisants, de la concurrence, etc., et des carburants, on va avoir un problème à long terme qui va se faire par ricochet en quelque sorte. Totalement. En 2022, au moment du début de la guerre en Ukraine, on avait des stocks de grandes céréales, de grandes cultures relativement faibles, et on a retiré du marché mondial deux gros exportateurs. Donc ça a entraîné, si vous voulez, une flambée des prix, par exemple, du blé immédiate. Aujourd'hui, c'est pas ce que l'on voit. Les prix du blé ne bougent pas, les prix même du riz ont eu tendance à baisser dans les dernières semaines, parce que les récoltes précédentes étaient bonnes. Maintenant, les récoltes futures, c'est vraiment la question. Et donc, on va avoir cet effet de vague à travers le système agroalimentaire qui est en train de se passer. Immédiatement, comme je vous l'ai dit, c'est des produits énergétiques qui sont utilisés pour transporter ou même tout simplement pour cuisiner. Si vous voulez cuire vos aliments au niveau familial ou industriel, vous utilisez du gaz naturel, par exemple. Donc, on voit déjà un premier effet sur l'inflation au niveau, je dirais, de la fin de la chaîne alimentaire. Mais il y a la question de la pénurie des intrants, on va le voir aussi au début. Et c'est vraiment ça qu'on veut éviter. Et peut-être un élément important, c'est que le calendrier dépend dans quel pays vous êtes. On ne plante pas et on n'achète pas les fertilisants et on n'utilise pas les fertilisants partout dans le monde au même moment. Et donc, on a différents pays qui vont sentir cette pression au cours des semaines et des mois à venir. Mais si effectivement la crise reste pendant 6 mois, c'est tous les pays du monde qui vont être impactés. Et donc, c'est la production globale mondiale qui va être impactée
dans une année où on a 40% de chance aussi de voir le phénomène climatique El Niño, qui a tendance aussi à nuire au rendement agricole. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie estimait la semaine dernière que ce conflit allait donner le coup d'envoi d'une mutation de l'architecture énergétique avec peut-être moins de dépendance aux hydrocarbures du Golfe. Est-ce que la même mutation pourrait advenir dans le domaine agricole avec une agriculture au niveau mondial qui reposerait moins sur les intrants chimiques, sur les engrais de synthèse ? C'est une possibilité. Simplement, comme vous le notez déjà, un certain nombre de pays disent qu'ils veulent dépendre moins des hydrocarbures du Golfe, ce qui ne veut pas dire qu'ils veulent dépendre moins des hydrocarbures tout court. Donc les choix politiques qui vont être faits et comment on diversifie le mix énergétique et qu'on réduit la quantité d'énergie fossile va être important, mais tous les pays n'ont pas la même interprétation sur ce que cela veut dire. Et dans le système agroalimentaire, ça va être pareil. Ça va être aussi demandé d'utiliser des fertilisants, des biofertilisants, donc qui sont une alternative à ceux qui sont produits par les énergies fossiles. Il y a aussi, quand on produit de l'urée, quand on produit ces engrais azotés, le fait qu'on peut utiliser ce qu'on appelle de l'ammonia verte et qui ne demande pas de l'énergie fossile, mais demande quand même de l'électricité et de l'eau. Donc la question d'avoir une agriculture qui quand même demande de l'énergie reste quelque chose de réel. Hein. Et tout simplement, même quand on a la scène du froid, par exemple, pour les produits comme fruits et légumes, eh bien, on a quand même besoin d'énergie, ça on s'en passera jamais. Donc la question, c'est quelle est l'énergie ? Et puis après, il va y avoir des innovations technologiques qui vont demander des choix de société dans différents endroits aussi. Via les modifications génétiques, on essaye de faire que les céréales aussi peuvent capturer l'azote, donc de réduire leur dépendance aux engrais. Mais vous voyez, ça demande des solutions de nature d'innovation biologique et biotechnologique contre une dépendance aux énergies fossiles. Et vraiment, il y a ces choix-là qu'il va falloir faire parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas se passer de biotechnologie, se passer d'énergie fossile et vouloir nourrir 10 milliards d'habitants sur Terre. Merci beaucoup David Laborde d'avoir été avec nous. Encore un mot selon le programme alimentaire mondial, Julien, si le conflit se prolonge au-delà du mois de juin, quelques 45 millions de personnes supplémentaires pourraient se retrouver en insécurité alimentaire aiguë, qui s'ajouterait donc aux 319 millions d'individus qui sont déjà touchés par la famine dans le monde. 45 millions supplémentaires. Merci beaucoup Audrey.